grand plaisir ce matin de nous retrouver pour parler de l'estimation et inférence statistique. Il est très fréquent que l'on soit dans une situation où l'on désire estimer des paramètres concernant une population d'individus, alors qu'il est impossible d'accéder à cette population. Ainsi, les courbes pondérales des enfants en bas âge ou de telle ou telle tranche d'âge permettent de détecter d'éventuelles anomalies du développement. On peut également, dans une société, essayer de regarder par rapport à telle ou telle tranche d'âge la vulnérabilité face à une pandémie, face à des épidémies. Mais comment établir des courbes, ces courbes normatives, puisqu'il est impossible dans la pratique, dans le cas de la pandémie par exemple, de peser ou de vérifier tous les paramètres pour chaque tranche d'âge donné. De même, comment contrôler efficacement la production? Cela peut être de telle ou telle pièce électronique, mécanique, des circuits intégrés, pour parler de embedded electronics. Puisqu'un contrôle systématique des pièces, de chacune des pièces fabriquées ou préfabriquées serait hors de prix. Comment savoir si une pièce de monnaie est biaisée, puisque de toute façon, on ne pourra jamais effectuer qu'un nombre fini de lancers, même en supposant qu'on y consacrait sa vie depuis sa plus tendre enfance. On se met là, on se rend bien compte de la difficulté de faire ces types d'expériences. Ces situations, en apparence diverses, ont en commun ceci. Donc, on va ici donc rechercher à accéder à des paramètres d'une population inaccessible. Cela pose le problème de ce que les statisticiens que vous êtes aujourd'hui lors de cette séance vont appeler simplement estimation. Eh bien, la seule façon d'y répondre et d'y arriver, c'est de constituer des échantillons d'individus issus de la population inaccessible, appelée population parente. Voilà, et on va y extraire en fait un échantillon et à partir des données recueillies, faire la mesure des paramètres de l'échantillon de façon à avoir une approximation des paramètres cherchés de la population parente. Alors, pour formaliser cela, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance, on verra que avant d'aller calculer l'intervalle de confiance, il faut respecter quelques hypothèses que vous avez là. N ici, donc la population ici doit être supérieure, de l'échantillon doit être supérieure ou égale à 30. N, donc N, cet effectif-là, fois la fréquence ici doit être supérieure ou égale à 5. Également, cet effectif multiplié par 1 moins F, donc 1 moins la fréquence, doit être aussi supérieur ou égal à 5. Et dans ces conditions, on peut définir l'intervalle de confiance selon les deux bornes. Cette borne-là, f moins 1 sur racine de n, point virgule, f plus 1 sur racine de n. On sait tous qu'aujourd'hui, ces types d'expériences ne sont pas réalisables à la main ou avec un crayon à papier et une feuille, mais on le fait souvent grâce au logiciel. C'est pour ça qu'on va aujourd'hui s'intéresser à Python comme outil ici pour faire quelques simulations avec Python, donc de n échantillons de taille n,
d'une variable aléatoire, regarder son espérance, son écart type, mais surtout calculer la proportion des cas où l'écart entre la moyenne et l'espérance ici va être inférieur ou égal à 2 sigma sur racine de n. On verra pourquoi on a cela. C'est toute la partie qui concernera la conceptualisation. Donc avec des estimateurs, l'idée de l'estimation, ce que c'est définir clairement ces termes. On vous rappellera le théorème des limites centrées que vous avez déjà vu pour certains dans les chapitres concernant la loi normale. D'autres le verront plus tard, mais c'est à peu près l'idée, ces idées qu'on va voir ici. On va voir aussi l'importance d'observer les risques, vous qui souhaitez travailler en, en, en entreprise, hein, donc en tout ce qui est industrie, approcher les risques, évaluer les risques, c'est très important. Et là, c'est déjà une initiation grâce à l'inégalité des bienoms Chebyshev. On pourra donc vivre pleinement cela. Et pour celles et ceux qui sont plus d'humeur sciences physiques ou sciences de l'ingénieur, on verra comment l'intervalle de confiance s'applique aussi dans un cas particulier qui est dans les travaux pratiques, les SEE de physique qu'on peut reprendre bien évidemment en sciences de l'ingénieur. Donc, sans plus tarder, on vous propose une activité. Prenez le temps de lire votre activité. 2 candidats se présentent à une élection. Un sondage portant sur un échantillon de n personnes, avec n supérieur ou égal à 30, donne 53% des suffrages au candidat A et 47% au candidat B. Déterminer au seuil de confiance 95% un intervalle de confiance de la proportion P des votants pour le candidat A et la proportion P' du candidat B. Combien de personnes doit-on interroger pour qu'on puisse affirmer au niveau de confiance de 95% que le candidat A va être élu? Voilà, vous avez cet énoncé. Utilisez la touche pause pour pouvoir chercher avec sérénité. Donc pendant que vous êtes en train de faire votre recherche, les plus passionnés qui sont très impatients de parler un petit peu simulation, interpréter une simulation de n échantillons d'une variable aléatoire. Ici, on définit les paramètres mu et sigma tels que vous les connaissez, mu ici pour l'espérance et sigma pour l'écart type. Donc on a ce programme-là. Dans le programme, donc vous avez l'entête créé par Christian, voilà, c'est votre professeur ici. Monsieur, tu nous as un cachamment, pas tant, on dit tout. Et vous avez toute cette partie from feature import division. Vous avez from lycée import étoile, from math import étoile, from random import étoile. Toute cette partie-là, c'est pour appeler les bibliothèques nécessaires pour pouvoir faire ce que nous souhaitons faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite faire ici? Vous voyez def var v p n petit n donc grand N 2 points. Donc là, on rentre ici dans la définition d'une fonction. On va définir ici la fonction. Donc, on va créer une fonction var. C'est quoi l'objectif et l'intérêt de cette fonction? Eh bien, cette fonction, son objectif simplement, c'est de retourner la proportion des cas où l'écart entre mu et sigma est inférieur ou égal à 2 sigma sur racine de n. Donc, c'est comme une majoration. Ici, 2 fois sigma sur racine SQRT de n. Ça, c'est l'objectif de ce programme-là. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On va faire appel à 2 fonctions, comme telles que vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir là. La fonction parambar, que vous voyez dès le départ, et une autre fonction que vous voyez là, moisimvar. Donc, c'est quoi ces fonctions? Donc, en fait, la moyenne d'un échantillon de la taille n est obtenue en appelant cette fonction moisimvar de v ici pn. Et
Cela, en fait, va nous permettre par la suite de pouvoir avancer. Ça, c'était d'une part. Et d'autre part, donc d'une part, ce programme appelle la fonction moins-simbar, hein, qui retourne la moyenne de l'échantillon de taille n de cette variable aléatoire. Et d'autre part, hein, ce programme va appeler la fonction paramvar, qui va retourner l'espérance mu, la variance et l'écart type sigma d'une variable aléatoire. Voilà principalement. Et ensuite, on voit ici donc A égale paramvar VP. Voilà. Et tout de suite, après, on va mu égale à 0 par rapport à ce qui a été défini là. Sigma égale à A2. Donc, on vient de définir ici nos paramètres, c'est-à-dire la fonction paramvar va renvoyer une liste A de 3 éléments, ici, mu, la moyenne, V, la variance, et sigma, l'écart type. On obtient mu et sigma comme le premier et le troisième élément de cette liste. Très bien. Donc, on va utiliser ici maintenant un compteur. C'est quoi ce compteur? Donc, on doit ensuite, comme on le voit, initialiser à 0 un compteur C qui va dénombrer les cas où l'écart entre M et mu est inférieur ou égal à 2 fois sigma sur racine de n. On va écrire donc ici que C égale à 0 pour initialiser. Alors ensuite, on va rentrer dans une boucle, cette boucle-là, for k in range, grand N, M égale à moisimvar V, Pn, if ABS, donc absolute, valeur absolue, de M moins mu, donc moins N moins mu ici. Donc on veut l'écart ici entre ces deux paramètres-là, la moyenne et l'espérance, tant que c'est inférieur ou égal à 2 sigma sur racine de n. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc incrémenter. Donc dans la boucle, hein, on doit d'abord calculer la moyenne d'un échantillon de la taille n. C'est pour ça qu'on a fait appel à moisimvar. On saisit donc m égale à moisimvar VPN entre parenthèses, et l'écart entre M et U est la valeur absolue de M moins mu. Donc, pour tester cet écart, vous voyez, pour tester ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quand on teste, on va utiliser ici égal, c'est pour le test. Donc, on va tester cet écart. Donc, on va utiliser l'instruction ici, if ABS M moins mu est inférieur ou égal à 2 fois sigma sur racine de n. Qu'est-ce qui se passe? Le compteur C est incrémenté d'une unité si le test est satisfait. Donc, si le test est satisfait, donc on avait vu pour tester qu'on utilisait égal, mais là, notre test ici, c'est donc un test grâce, donc boucle for, et à l'intérieur de notre boucle, on teste une condition, donc if. Si cette condition est respectée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va incrémenter ici notre compteur d'une unité, donc C égale à C plus 1, et ensuite on va lui demander de nous retourner C sur n, afin d'obtenir la proportion en fait des cas de n échantillons. D'ailleurs, au passage, on va voir ici que c'est C sur grand N. Donc, il faudra bien gérer notre programme puisque c'est C sur grand N que nous voulons donc ici renvoyer sur ce programme. Donc, sans plus tarder, on peut donc ici, vous n'oublierez pas, c'est C sur grand N, reprendre plus tranquillement l'activité sur l'intervalle de confiance. Alors, cette activité-là nous parle de quoi? Donc, intervalle de confiance, deux candidats se présentent à une élection, un sondage portant sur un échantillon de n personnes, donc on vous rappelle un peu l'énoncé ici.
qui donne 53% des suffrages au candidat A et 47 au candidat B. On nous demande de déterminer au seuil de confiance de 95% un intervalle de confiance de la proportion P des votants pour le candidat A et de la proportion P' du candidat B. Donc, voilà l'énoncé tel que on nous l'a posé. Utilisez la touche pause, essayez de reprendre un peu ce que vous venez de voir dans le cours. Et pour essayer, en fait, en introduction, pardon, pour essayer ici de répondre à cette question. Donc, on vous rappelle le cours, ce que c'est que l'intervalle de confiance, donc soit la fréquence observée d'un caractère dans un échantillon de taille n, extrait d'une population dans lequel la proportion de ce caractère est P. Alors, l'intervalle de confiance de la proportion P au niveau de confiance de 95% est intervalle de confiance I comme intervalle, C comme confiance égale la fréquence moins 1 sur racine de n, point virgule, la fréquence plus 1 sur racine de n. Voilà notre borne inférieure et notre borne supérieure. On va quand même vérifier les hypothèses. Si n est supérieur ou égal à 30, c'était le cas ici, on nous l'a dit. Par exemple, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être tout nombre supérieur ou égal à 30. Vérifiez également que n fois la fréquence est supérieur ou égal à 5. Et n fois 1 moins la fréquence est supérieur ou égal à 5. Ici, on suppose que c'est vrai. Alors, si c'est vrai, alors, on peut définir l'intervalle de confiance tel que nous l'avons vu ici. Et puisque c'est cela, exprimons cet intervalle de confiance. On nous a donné la fréquence qui est de 53%, 53 divisé par 100, donc c'est 0,53, 1 moins racine de n, point virgule, la fréquence plus 1 sur racine de n. Donc la fréquence c'est 0,53 qu'on va injecter ici dans le cas du candidat A. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Maintenant, pour fixer les idées, si pour une population de 100 personnes, n égale à 100, qui est supérieur ou égal à 30, l'hypothèse est donc satisfaite. Et on peut faire 100 ici, donc fois 0,53, et on s'y retrouve bien supérieur ou égal à 5. Et bien, puisqu'on se retrouve dans ce cas-là, on peut dire ici que on a bien notre quantité ici qui va s'exprimer de telle ou telle façon. Donc, est-ce que 100 fois 0,53 et ensuite 100 fois 1 moins 0,53, est-ce que c'est le cas? Alors, si c'est le cas, c'est bien. Si c'est pas le cas, il faut répondre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier les hypothèses. Alors ici, 1 moins 0,53, on va se retrouver avec 0,47. Alors, est-ce que 0,47 fois 100, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, 0,47 fois 100, on va trouver que ça nous donne ici 47, donc c'est supérieur ou égal à 5. Et bien, puisque c'est le cas, on peut donc calculer ici notre intervalle de confiance en appliquant les quantités. Donc, on va remplacer n ici par 1 sur racine de 100. 1 sur racine de 100, on trouve donc 1 sur 10, donc c'est 0,53 moins 0,1, ce qui fait 0,43. Et 0,53 plus 0,1, ça fait 0,63. Dans ce cas-là, donc si on prend n égale à 100, on a calculé notre intervalle de confiance. Donc, retenir un petit peu ces types en fait de calcul et être capable que si on vous donne par exemple 1 sur n et qu'on cherche la fréquence, vous prenez une partie de l'équation et ensuite vous essayez de résoudre et de regarder comment on va faire pour obéir telle ou telle condition. On le verra, surtout dans le chapitre concernant l'intervalle de fluctuation. Mais ici, on peut faire le même raisonnement, on peut utiliser la même stratégie dans le cas du candidat B et calculer également son intervalle de confiance. On l'a d'abord exprimé ici, parce que la fréquence était de 47 sur 100, donc 0,47. Et si on prend, par exemple, une population qui est de, cette fois-ci, 10 000 personnes, on peut facilement, ici, approcher notre intervalle de confiance
en ayant ce cas-là. Donc, ça vous a permis de voir un petit peu comment les choses se passent d'un point de vue calculatoire. Et cela vous permettra de gagner en confiance et d'aller chercher la question 2. Donc, au départ, on a nos hypothèses, on remplace et ensuite, on a un calcul. Mais cette fois-ci, comment chercher l'un des paramètres qui est à l'intérieur de l'intervalle de confiance? Donc, c'est la deuxième question qui nous emmène à ce défi. La question a été posée en ces termes. Combien de personnes doit-on interroger pour qu'on puisse affirmer au niveau de confiance de 95%, donc 0,95, que le candidat A va être élu? C'est dans cette perspective qu'on va répondre le cas général, puisqu'on a répondu à la première question. On a dit que l'intervalle de confiance concernant A, c'est ça sa borne inférieure, c'est ça sa borne supérieure. Concernant B, c'est ça borne inférieure comme borne supérieure. Donc pour A, intervalle de confiance de A, c'est 0,53 moins 1 sur racine de n, point virgule, 0,53 plus 1 sur racine de n. Pour l'intervalle de confiance de B, c'est 0,47 moins 1 sur racine de n, point virgule, 0,47 plus 1 sur racine de n. Alors, dans quelles conditions? Ici, on peut estimer que le candidat A va être élu, donc va ici remporter. Pour cela, la condition, c'est que la borne inférieure du candidat A, de son intervalle de confiance, la borne inférieure de l'intervalle de confiance du candidat A, soit supérieure à la borne supérieure du candidat B. Donc, borne inférieure supérieure ou égale à la borne supérieure du candidat B, ça va montrer que le candidat A va l'emporter. Voilà, un cas très pratique. Donc, on avait un sondage, voilà, et dans ce sondage, 53% les candidats l'emportent, à 47% les candidats B l'emportent. Maintenant, la nouveauté ici, l'intelligence ici, c'est de vous dire combien de personnes doit-on interroger pour qu'on puisse affirmer à 95%. Donc, on soit vraiment sûr. Donc, c'est facile de faire ces sondages-là en disant oui, mais on interroge à peu près, je ne sais pas moi, 30 personnes ou 32 personnes. Et on a 53% des personnes qui affirment que A va gagner. Et 47% qui va affirmer que B va gagner. Ça ne veut pas dire que A va gagner ou ça ne veut pas dire que B va gagner. Pour en être sûr, on veut savoir, voilà, on veut savoir si je veux être sûr à 95%, c'est quoi la condition? À 99%, quelle serait la condition? Etc., etc. Donc pour 95%, la condition ici, c'est que la borne inférieure ici, du candidat A soit supérieure à la borne inférieure du candidat B, tout en sachant qu'on a utilisé l'intervalle de confiance, voilà, dans sa sémantique, dans sa rédaction, ici, pour dire simple, la formule qui a été donnée pour 95%. C'est ça, ici. Donc, on injecte ici donc les paramètres, donc 0,53 moins 1 sur racine de n, supérieur ou égal à 0,47 plus 1 sur racine de n. Bien donc une équation à résoudre. Pour résoudre cette équation-là, les termes en racine de n, on va les rassembler. Donc ça fait ça plus ça fait 2 racines de n. Et ensuite, on aura 0,53 moins 0,47. Donc on aura 0,06 supérieur ou égal à 2 sur racine de n. Alors, pour ça, ici, ce qui nous intéresse, c'est de trouver n. Pour trouver n, on a 1 sur racine de n. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'inverse. Or, on sait que l'inverse renverse le rapport. Donc, si 2 sur racine de n est inférieur ou égal à 0,06, racine de n sur 2 sera supérieur ou égal à 1 sur 0,06. Et c'est là qu'on trouve que n est supérieur ou égal à 1112. Donc, on doit interroger au moins 1112 électeurs. Alors, quelques stratégies de calcul. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça un peu la question. Donc, la ligne suivante, c'est racine de n supérieur ou égal à 1 sur 0,06 fois 2. Et ensuite, donc n supérieur ou égal à 1 sur 0,06
fois 2 au carré. Voilà, donc c'est à peu près ça la stratégie. Hein. Donc, si on veut trouver n, il faudra penser à un moment ou à un autre à élever au carré. Donc, de là, on rassemble les termes à 1 sur racine de n, d'une part, et les autres d'autre part. Et ensuite, comme on cherche n alors que c'est le dénominateur, on prend l'inverse. Donc, 1 sur ça. Donc, comme la fonction inverse renverse les rapports, ici c'était inférieur égal, ça devient supérieur égal à ça. Alors, 1 sur 2 sur racine de n devient racine de 2 sur n. Et ça, on a dit que les rapports est inversé et renversé ici. Et ici, donc, j'ai 1 sur 0,06. Et ensuite, ici, il faut penser à élever au carré pour trouver n et isoler n plus tranquillement. Voilà. En termes de stratégie calculatoire, ça aurait pu être trouver f, hein, trouver la fréquence f. Eh ben, c'est la même stratégie de calcul qui vous emmènerait à faire ces types de calculs. Donc, quand on a un des paramètres, quand on cherche un des paramètres, eh ben, on utilise des autres ici, puisque c'est une indétermination d'ordre 1. En guise d'ouverture, hein, sur l'utilisation de l'intervalle de confiance, on vous donne ce sujet qui est tombé au bac en physique, donc avec pour but ici de mesurer la vitesse initiale et l'angle du tir d'un gagnant, du tir gagnant, puis de discuter de la valeur de la vitesse obtenue. On proposait un protocole expérimental. Pour mettre en œuvre, il fallait utiliser Avimeka et Regressi. C'est donc deux logiciels de pointage. Et pour pouvoir ici donc avoir les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Pour exploiter une série de mesures et discuter en fait les résultats, c'est là qu'on aura besoin de l'intervalle de confiance. Les mesures ont été faites, donc ils ont utilisé ce logiciel de pointage Regressi, donc Avimeka pour pointage et le tableur Regressi. Ils ont dressé donc des courbes de x donc en fonction du temps et d'y en fonction du temps. Donc, abscisse et ordonnée. Ils ont eu donc une modélisation en trouvant que xt c'était 6,9 t plus 0,7 plus 0,7. Donc c'est une fonction ici qu'on reconnaît comme fonction affine. Donc a fois t plus b. Voilà, puisque ici c'est en fonction du temps. Et y de t, ici, c'est comme une fonction de second degré. Voilà, parce que c'est t au carré. Donc, c'est a t carré plus b fois t plus c. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils se sont dit? En utilisant, en fait, des conditions initiales et les projections en abscisse et en ordonnée, ils ont utilisé, donc, le fait est que quand je projette ici, selon x, j'obtiens cos θ, cos de l'angle de notre lancée initialement, et la vitesse v0, c'est ça en fait qui modélise le paramètre a, le coefficient directeur. Et de même, proche en proche, ils ont réussi à trouver y de t en disant que c'est moins 1 demi, enfin l'accélération de t carré plus cette partie-là qui provient de la projection en ordonnée. Et voilà, donc ils ont mené tout un raisonnement, mais c'est pas l'objectif de notre séance aujourd'hui. L'objectif ici, c'est qu'une fois qu'ils ont mené ce raisonnement-là, ils ont pu calculer les normes en vitesse ici, chose qui n'est pas compliquée. Vous ne découvrez pas que l'utilisation du théorème de Pythagore ici, hein, hypoténuse au carré, c'est abscisse au carré plus ordonnée au carré, et donc ça c'est la racine de ces quantités-là. Donc ça a été trouvé. Ils l'ont fait. Ils ont trouvé θ ici, puisque si cos θ c'est égal à ça, θ c'est cos moins 1 de ça, ou arcos de ça. Donc ils l'ont fait, tout ça, toute cette partie. Mais ils arrivent à l'exploitation de la série de mesures, ou la discussion des résultats obtenus. Et là, on leur dit que V0, ça appartient à cet intervalle. Donc la moyenne de V0 moins U de V0, point virgule, la moyenne de V0 plus U de V0. Avec U de V0, comme par hasard, c'est une constante fois sigma sur racine de n. Ah, sigma sur racine de n. Sigma sur racine de n, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu dès le départ. Ici. Donc, je veux vous emmener au début. Souvenez-vous, on a eu un programme. Et dans ce programme-là, on appelait déjà ce sigma
voilà, on a dit une constante fois sigma sur racine de n. Voilà, donc c'est là, c'est ça en fait qui intéresse ici, c'est que on voit que euh, les disciplines s'invitent ici et on va piocher ici dans les mathématiques pour cet intervalle de confiance qu'on a trouvé là. Donc ils l'ont calculé grâce aux paramètres qui étaient donnés et ils ont trouvé leur intervalle de confiance. Alors ils trouvent que la vitesse en mètres par seconde ici appartient. Donc on se demande alors est-ce que ça appartient à cet intervalle de confiance ou pas? Alors si ça n'appartient pas à l'intervalle de confiance, quelle conclusion? Si ça appartient, quelle confusion? L'exploitation des séries va nous inviter à voir que les causes des erreurs de mesure, ici, si ça n'appartient pas à l'intervalle de confiance, c'est dû aux erreurs de pointage et à l'étalonnage. Voilà, selon les axes qui ont été choisis. Donc, vous voyez, l'utilisation de l'intervalle de confiance, et tout à l'heure on avait 2 ici, mais là on a toujours cette quantité-là, cette formule qui va majorer. Cette histoire de une constante fois sigma sur racine de n, d'où ça vient et pourquoi cela dans l'intervalle de confiance. Et pourquoi, quel est l'intérêt ici d'avoir cette majoration? Donc c'est là qu'on ira en fait dans la conceptualisation pour aller chercher ici, pour mieux comprendre ici ce paramètre-là, qui n'est rien d'autre que provenant de l'inégalité des binomés de Chebyshev. Avant d'aller à là, rappelons quand même que l'importance ici, c'est accéder aux paramètres, que ce soit d'une population inaccessible, catégories socio-professionnelles, morphologiques, génétiques, fiabilité des espèces dans une fabrication. Naturellement, on est dans des problèmes d'estimation. Alors, pour ça, il s'agissait de constituer des échantillons, tels qu'on l'a fait tout à l'heure en physique ou dans le premier cas où on étudiait simplement les électeurs. Et à partir de ces données recueillies, on fait en fait la mesure des paramètres de l'échantillon de façon à avoir une approximation des paramètres cherchés de la population parente. Et ça nous a emmené ici sur cette idée d'échantillon. Alors, c'est quoi un échantillon déjà? Et qu'est-ce qu'on appelle échantillon exhaustif? Qu'est-ce qu'on appelle échantillon non exhaustif? C'est noble, hein? Vous n'êtes pas obligé de partager ces débats, mais ça peut quand même intéresser. Alors, quand nous parlons échantillon, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, un échantillon d'individus d'une population est dit exhaustif si chaque individu de l'échantillon ne peut être choisi qu'une fois. Il est dit non exhaustif dans le cas contraire. Ceci est évidemment à rapprocher des tirages exhaustifs ou non exhaustifs de boules dans une urne contenant 2 catégories de boules. Par exemple, telle ou telle couleur. Le tirage exhaustif dans le cas où la boule tirée est sans remise et non exhaustif quand c'est avec remise. Si c'est dans le cas où on veut téléphoner les électeurs pour voir s'ils ont voté ou pas, ça sera exhaustif si chaque individu de l'échantillon ne peut être choisi qu'une fois. Donc, on appelle dans l'annuaire, ensuite on va rayer les noms. C'est non exhaustif si on passe des coups de fil comme ça, selon les numéros qui sont générés aléatoirement depuis la base de données des contacts. Ainsi, lors d'un sondage d'opinion, on peut envisager les 2 formes d'échantillonnage. Téléphoner aux gens en choisissant leur numéro au hasard dans l'annuaire, par exemple avec un générateur de nombres aléatoires, ou rayer soigneusement le numéro d'une personne déjà contactée. L'échantillon des personnages qui auront participé au sondage sera non exhaustif dans le premier cas. Et le second cas, tel que nous l'avons vu, ici, ça sera exhaustif. Donc, ayant défini ces paramètres-là, il va venir ici une question, la question de l'estimateur. Donc, selon certaines hypothèses, sur l'échantillon, on peut assimiler les échantillons et faire des approximations et aller vers une approximation par la loi binomiale, par exemple. La loi binomiale qu'on va prendre soin de
vous enseigner très prochainement. Estimateur et estimation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Supposons maintenant que le paramètre lambda ici, étudié, sur la population parente, soit associé à une variable aléatoire réelle, grand X, définie sur un univers probabilisé. Donc notre univers probabilisé, vous avez vu l'univers, tribu, probabilité. Pour fixer les idées, telles que vous avez vu pour la loi exponentielle, ceux qui ne l'ont pas vu, sachez que l'espérance, c'est 1 sur lambda, dans cette loi-là. C'est ça qu'on se fixe ici. X peut être aussi le poids et oméga la population des enfants d'une tranche d'âge donnée. Et ici, on va regarder des variables. Donc, les variables aléatoires, ça peut être 1 si la pièce est défectueuse, 0 sinon. On a vu nos variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on prend une réalité dans notre univers et on va associer des valeurs réelles. Et oméga, population des pièces ici testées ou lancées possibles. Et en cela, qu'est-ce qui se passe? Chaque individu, oméga 1, oméga 2, oméga 3 de l'échantillon, donnera alors une valeur observée. Donc, on va affecter à chaque valeur, à chaque individu là, une valeur. Donc, on va lui attribuer une valeur. Donc, cette valeur-là, on l'appelle x oméga 1, x oméga 2, x oméga n, respectivement associés de oméga 1 jusqu'à oméga n, que l'on peut considérer comme n variables aléatoires. x1, x2 jusqu'à xn, c'est défini dans l'univers oméga. Si l'échantillon est non exhaustif, ces variables x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes. De même loi que x. C'est là que vient cette notion d'estimateur. On va appeler estimateur du paramètre lambda de la population parente, toute variable aléatoire ici, telle que y soit en fonction de ces n paramètres, x1, x2 jusqu'à xn. Donc la fonction des variables aléatoires ici précédentes et la valeur de y obtenue sur l'échantillon considéré, c'est ça qui sera appelé estimation du paramètre lambda de la population parente. L'estimateur peut être dit biaisé ou pas. Alors, il sera sans biais si son espérance est identique à l'espérance trouvée. Et ça sera dit biaisé si c'est le contraire. Comment alors approcher cette espérance? Donc, pour approcher cette espérance, souvent on prend deux exemples importants. Ce qu'on fait, c'est que on suppose que les paramètres lambda soient l'espérance, ou l'inverse. Bon, prenons lambda et c'est l'espérance. Il est naturel alors de considérer l'estimateur y. On a dit l'estimateur y est composé en fonction de x1, x2 jusqu'à xn. Ça peut être y égale à x1 plus x2 plus xn, tout ça divisé par n, dont la valeur sur l'échantillon est la moyenne des valeurs prises par les valeurs x1 jusqu'à xn. Comme x1, x2, xn suivent la même loi que x, elles vont admettre mu comme espérance. Et donc, l'espérance E de y sera vue comme, vous savez que l'espérance, c'est une application linéaire. Donc, l'espérance de la somme de xi sur n, c'est 1 sur n fois la somme de l'espérance de xi. Or, cette somme-là, c'est mu. Donc, on tombe exactement sur 1 sur n fois n mu, ce qui fait mu. Donc, ici, l'estimateur est non biaisé puisque il y a une confusion entre cette espérance et mu. Et c'est d'ailleurs l'intérêt tout à l'heure de faire l'écart entre mu et m. Donc, en particulier, lorsque x est une variable de Bernoulli, du paramètre p, BNP, souvenez-vous, modélisant l'occurrence d'un événement, il vient donc que mu soit égal à p. L'estimation de y égale à x1 plus x2, etc. plus xn sur n sur l'échantillon observé n'est autre que la fréquence observée sur l'échantillon des occurrences de l'événement étudié. Alors,
C'est donc une estimation sans biais de sa fréquence théorique P. On trouve ce lien entre fréquence observée et paramètres théoriques. Dans le deuxième cas, supposons que le paramètre à estimer soit la variance lambda qui est égale à sigma carré. Alors, là, dans ce cas-là, on a un aspect quadratique, c'est-à-dire à partir du moment où le paramètre à estimer devient la variance, on peut y dire que lambda égale à sigma carré, et là, on aura une relation quadratique. Et puisque la relation est quadratique, c'est-à-dire qu'avec un carré, sigma au carré, ça sera l'espérance de x au carré. Donc, valeur moyenne de x carré, il est naturel de choisir comme estimateur ici la variable y qui est égale à x1 au carré plus x2 au carré plus etc. plus xn au carré sur n. Moyenne des carrés des variables x1, x2, xn. Et puisque c'est le cas, l'espérance de y, ça serait égal à 1 sur n fois la somme de l'espérance de xi au carré. Et donc, on se retrouve avec 1 sur n fois n sigma au carré. Et là, on trouve sigma carré. Y est encore un estimateur sans biais ici, avec l'aspect quadratique. On commence maintenant à se demander, mais oui, mais dans quel cas on peut retrouver un estimateur où ça sera biaisé? On peut vous donner un exemple. Hein. Si l'on prend maintenant ici que sigma carré, c'est égal à, tel qu'on définit sigma carré habituellement, l'espérance entre crochets de x moins espérance de x, voilà, au carré. Donc, qu'est-ce qui se passe? On trouve que c'est l'espérance, donc l'espérance entre crochets de x moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, c'est le fait que x1 plus x2, etc., plus xn sur n est un estimateur sans biais de mu égale espérance de x. Va suggérer de considérer ici que y, c'est égal à x1 moins m au carré, plus x2 moins m au carré, etc., plus xn moins m au carré sur n. Où m, c'est x1 plus x2 plus xn sur n. Et comme estimateur de lambda égale à sigma carré. On se retrouve ici avec l'espérance de y qui est égale à n moins 1 sur n sigma carré. Cette fois, l'estimateur de y de sigma carré est biaisé et c'est l'estimateur y' égale à n sur n moins 1 y qui est sans biais. Donc voilà, on peut ici poser, on voit que non, j'ai un estimateur qui est biaisé. Alors, pour trouver un estimateur sans biais, je peux faire un changement de variable puisque j'ai trouvé que cette espérance de y, c'est n-1 sur n racine, sigma carré, fois sigma carré. Je peux poser que y' c'est n sur n-1. Donc, je vais simplement inverser le coefficient fois y. Vient donc ici cette idée de travailler un peu plus sur la convergence ou l'idée de la convergence avec le théorème du mythe centré. Donc déjà, sur l'estimation ponctuelle par intervalle, donc quand on pose le problème, donc nous sommes jusqu'à présent attachés à approcher la valeur d'un paramètre lambda inconnu de la population parente par l'estimation sur l'échantillon oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n observé d'une variable aléatoire réelle. Une telle estimation est dite ponctuelle. Ainsi, si la proportion des circuits défectués de l'échantillon testé est 0,1%, je pourrais donner 0,1% comme estimation de la proportion de pièces défectuées dans la production globale. Mais il y a un grand risque à proposer un résultat aussi précis. Peut-être que mon échantillon n'est-il pas représentatif de la population des pièces produites. Et la mesure faite peut donner une fausse idée du paramètre lambda. Il serait plus avisé de proposer une fourchette de valeurs possibles pour lambda, fourchette où serait située la valeur réelle de lambda selon toute vraisemblance ici. Une telle estimation de lambda est appelée estimation par intervalle.
c'est là que va venir l'intervalle de confiance d'une moyenne. Ça sera une belle application du théorème limite centrée. Donc la question se pose alors du choix des bornes de l'intervalle de l'estimation et de la mesure de la fiabilité de cette estimation. C'est ce théorème surprenant, rencontré déjà dans une autre vie, avec la loi normale santé réduite. Ceux qui ne l'ont pas encore rencontré vont avoir l'occasion de rencontrer. C'est le théorème des limites centrées. Rappelons-en rapidement l'énoncé. Soit Xn, n appartenant à n étoiles, donc l'ensemble des entiers naturels privés des zéros, une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, définies sur un espace probabilisé, l'univers oméga, tribu pour celles et ceux qui connaissent la notion de tribu T, et P ici donc notre probabilité, suivant toutes la même loi d'espérance mu et d'écart type sigma. Alors, la suite Mn étoile, qu'on va définir ici, Mn étoile, donc avec n appartenant à n grand N étoile, former des variables centrées réduites, Mn étoile égale, donc x1 plus x2 plus xn moins n fois mu sur quoi? Sur racine de la variance fois n. C'est associé aux variables mn, qui est la moyenne, donc x1 plus x2 plus xn divisé par n. Et vont converger, ça converge en loi vers une variable aléatoire réelle, t étoile, qui suit une loi normale centrée réduite, donc de paramètres mu sigma ou mu sigma carré, 0, 1 en mu, 0 en mu, et en espérance, donc vaut 0, et son écart type ou sa variance vaut 1, puisque la variance c'est l'écart type au carré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Considérons alors un grand échantillon non exhaustif d'effectifs n supérieur ou égal à 30. C'est l'hypothèse qu'on avait fixée au préalable. La variable mn, c'est donc égal à x1 plus x2 plus, etc., xn sur n. Ça va suivre une loi normale de paramètres mu, virgule, sigma sur racine de n d'après le théorème précédent. Ah oui, puisque il s'agit d'une approximation. Assimilons sa loi à la loi normale mu. Voilà, l'espérance c'est mu, son écart type ici, donc c'est sigma sur racine de n. C'est dans cette perspective que viendra l'inégalité des bien-aimés Kubitchev. Cette inégalité dit que la probabilité de m moins mu supérieure ou égale à sigma, cette probabilité-là est majorée par sigma carré sur n fois epsilon au carré. Ah, et le paramètre de notre intervalle ici, qui est vu comme notre intervalle, donc on peut affirmer que la condition contraire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La condition c'est quoi? C'est m moins mu, voilà, m moins mu inférieur, m moins mu ici, on a dit d'avoir m moins mu supérieur ou égal à epsilon. Donc on peut affirmer que la condition contraire, c'est-à-dire que la valeur absolue de m moins mu, la valeur absolue de m moins mu, dans la condition contraire, soit strictement inférieure à epsilon. C'est-à-dire que m moins epsilon, donc mu sera compris entre m moins epsilon et m plus epsilon, est vérifié avec une probabilité au moins égale à 1 moins epsilon carré sur n, sigma carré sur n fois epsilon carré. Donc, le paramètre mu de la population parente se trouve dans cet intervalle m moins epsilon, m plus epsilon, avec une probabilité de 1 moins quoi? De 1 moins ce qu'on appelle seuil de risque. Ce seuil de risque, c'est justement sigma carré sur n epsilon carré. C'est là que quand on a vu cette inégalité des bien-aimés Chebyshev, donc que l'intervalle IE précédent est appelé intervalle de confiance, de paramètre mu au seuil de risque R, donc comme risque, sigma carré sur n carré.
Donc ce seuil de confiance-là, c'est pour ça qu'on va dire que A, c'est vrai à 95% au risque de se tromper de 5%. C'est là que vient prendre sens cette inégalité des Benamé-Tchebychev sous les conditions qu'on vient de voir et qu'on vient de vérifier. Et grâce à l'approximation, donc la convergence en loi ici, avec le théorème de limite centrée, c'est là qui donne cette majoration de 2 sigma sur racine de n, qu'on a vu au préalable avec notre programme. Ce programme qui s'est basé sur la moyenne, voilà, avec Moïse var, avec ici une idée de mettre en route une fonction, h-var, ensuite utiliser la fonction ici donc param-var, telle qu'on l'a utilisée. C'est une fonction param-var, retourner l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Et ensuite, donc, la fonction param-var va renvoyer une liste A de 3 éléments mu, v, sigma. À partir de ça, qu'est-ce qui se passe? On obtient mu, sigma comme le premier et les 3 éléments de cette liste. On doit ensuite initialiser à 0 un compteur C. On va ensuite initialiser à 0 un compteur C qui va dénombrer les cas où l'écart entre m et mu est inférieur ou égal à 2 fois sigma sur racine de n. Voilà. Donc, dans la boucle, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a d'abord calculé la moyenne d'un échantillon n en appelant la fonction moyenne-var. Moyenne-var. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a défini notre moyenne ici. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a testé cet écart grâce à l'instruction if ABS, l'écart en valeur absolue, if ABS m moins mu est inférieur ou égal à 2 fois sigma sur racine de n. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Si cette condition-là est respectée, on a ici donc donné cette incrémentation. Et on a retourné, n'oubliez pas que c'est C sur grand N. Vous corrigerez à ce niveau-là. Mes chers élèves, c'était un grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui cette étude. Le plaisir est mien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.